ici Audrey Pinel. Et Amanda Jandrowski. Bienvenue à DEA. Cette semaine, la condition de vie des animaux d'élevage. Le ministre Paradis a annoncé la possibilité de donner un statut d'être vivant doué de sensibilité aux animaux dans le Code civil. Se pose la question de savoir si cela aura un effet positif sur le bien-être des animaux dans le cours de leur vie en élevage intensif au Québec. Avant d'aller voir nos experts, voyons quelques notions pour bien cibler de quoi il est question dans ce reportage. D'abord, les animaux d'élevage intensif ciblés sont le bovin, le porc et la poule selon une concentration de 80 unités animales par kilomètre carré. La modification du statut à celui d'être vivant doué de sensibilité, c'est le fait d'être né conscient et capable de souffrir, une notion démontrée chez les animaux par les scientifiques. Les conditions de vie de ces animaux renvoient aux conditions dans lesquelles ils vivent lors de leur élevage et la maltraitance est la non prise en compte de leurs intérêts. Finalement, le bien-être animal est une norme internationale de l'OIE, soit l'Organisation mondiale de la santé animale, dont le Canada est membre. Cette norme implique que les animaux soient, premièrement, épargnés de la faim, de la soif et de la malnutrition, deuxièmement, épargnés de la peur et de la détresse, troisièmement, épargnés de l'inconfort physique et thermique, quatrièmement, épargnés de la douleur, des blessures et des maladies, cinquièmement, être libre d'exprimer les modes normaux de comportement. Afin de pouvoir spéculer sur les effets possibles d'un changement, nous attendrons au cadre normatif québécois qui encourt leurs conditions de vie actuelles et donc leur bien-être. Madame Amandine, pouvez-vous nous dire quelles sont les lois applicables aux animaux d'élevage intensif en vigueur en ce moment au Québec? Les éleveurs intensifs sont régis par des lois québécoises ainsi que par des codes de pratique envers les animaux. Pour la législation applicable à cette question, il y a seulement une loi qui est la loi sur la protection sanitaire des animaux. Cette loi ne répond pas aux critères du bien-être animal. Elle a une section qui se nomme « De la sécurité et du bien-être des animaux ». Un progrès a été vu en 2012 pour l'inclusion de certains animaux d'élevage, puisque auparavant, seuls les chats et les chiens étaient visés pour cette section. Là où il y a une carence au niveau législatif est au niveau de la liberté d'être épargné de la peur et de la détresse. Les animaux d'élevage n'ont aucune protection et peuvent donc subir ces effets néfastes. Pour leur bien-être et leur sécurité, il est important qu'au cours de leur vie, ils ne subissent pas de peur ou de détresse. Cela affecte leur santé. Il en est de même pour la liberté d'exprimer les modes normaux de comportement. Comme ma collègue experte en code de pratique en élevage intensif vous le dira, les animaux sont souvent privés de se comporter normalement. De plus, nous avons une disposition dans cette loi qui démontre très bien que seuls les intérêts des humains sont pris en considération. Il est interdit de nourrir improprement les animaux qui sont destinés à la consommation humaine. Ce n'est pas tous les animaux qui ont cette protection en vertu de cette disposition, mais seulement ceux que les humains consomment et que eux s'alimentent bien. En ce qui a trait au code de pratique, ceux-ci prétendent encadrer les conditions de vie des animaux d'élevage en tenant compte de leur bien-être et donc de leur sensibilité. Cependant, ils ont été développés par l'industrie d'élevage pour l'industrie de l'élevage. S'ils ne sont pas respectés, ces codes ne peuvent sanctionner les éleveurs fautifs, n'ayant pas force de loi. Les effets se limitent à une possible critique de la part de leurs collègues du milieu. Les codes de pratique prétendent rencontrer les normes de l'OIE, mais ce n'est pas exactement le cas. La Coalition canadienne pour la protection des animaux dénote un grand nombre de pratiques qui portent atteinte au bien-être des animaux, mais qui sont jugées correctes si on se fie au code de pratique. Si on veut donner que quelques exemples. On dit des bovins de boucherie qu'ils ne reçoivent pas la nourriture appropriée. Leur alimentation étant composée de 90% de foin et de produits céréaliers afin de les engraisser plus vite. Toutefois, ils sont des ruminants, donc conçus pour manger de l'herbe. Ce régime est donc très nocif pour leur santé. Dans les cas de pratique, rien n'empêche une telle pratique et les éléments à tenir en compte pour l'alimentation des bovins sont très subjectifs. Pour les bovins laitiers, la surexploitation du corps de la vache est également une préoccupation importante pour l'OIE. On affirme que la vache est enceinte 9 mois sur 12 afin de produire le plus de lait possible, ce qui lui cause un épuisement physique et mental ainsi que de nombreux problèmes de santé. De plus, son veau lui est enlevé presque dès la naissance, ce qui cause des traumatismes psychologiques autant à lui qu'à sa mère. Quand on regarde les cas de pratique, encore une fois, il n'y a pas d'indication spécifique sur le temps qu'il doit passer avec sa mère après la naissance ou encore sur le nombre de grossesses acceptables dans la vie d'une vache afin d'empêcher cela. C'est la même chose pour la truie qui, elle, est constamment enceinte et qui n'a pas non plus de maximum de grossesse. Elle accouche également dans des cages aux dimensions beaucoup trop restreintes, dans lesquelles elles peuvent à peine bouger, ce qui est également admis par les codes de pratique. Finalement, du côté des poules pondeuses,
Le plus grand problème est les méthodes d'élevage en batterie, donc de nombreuses petites cages dans lesquelles ils passent leur vie entière, ce qui les empêche d'exprimer des modes de comportement normaux, ce qui n'est absolument pas proscrit dans les codes de pratique. On voit donc que l'on prétend tenir compte du bien-être de l'animal et de sa sensibilité, mais ce n'est absolument pas le cas. Monsieur Morin, que pouvez-vous nous dire sur le statut de l'animal et le Code civil du Québec? Bien, dans l'état actuel du droit, le Code civil conçoit l'animal comme un bien immeuble et donc comme une chose susceptible d'appropriation. Parce qu'il est un bien, l'animal peut faire l'objet d'un titre de propriété. Le propriétaire, en raison des droits que confère la propriété, est libre en vertu du Code civil de s'adonner à n'importe quelle forme de maltraitance à l'égard de son bien. Ainsi, le régime du droit des biens ne tient pas compte du fait qu'il s'agisse d'un être vivant doué de sensibilité. Cela ouvre la porte à des pratiques inconciliables avec le bien-être animal, ce dernier étant inextricablement lié au fait d'être vivant et doué de sensibilité. Certes, d'autres lois interdisent certaines pratiques à l'égard de l'animal, mais leur effectivité est questionnable. Vraiment? Oui, et le fait que le statut d'être vivant doué de sensibilité ne soit pas reconnu dans le droit commun québécois ne met certainement pas de pression sur l'État pour que ces lois soient appliquées. Comment s'articulerait ce changement? Selon la littérature, la proposition du ministre Paradis peut s'articuler de deux manières. Le professeur Olivier Lebeau, expert en matière, parle de dérification, latente ou express. Suzanne Antoine, présidente de la Chambre honoraire de la Cour d'appel de Paris en France, fait d'ailleurs la même analyse en des termes différents. La dérification latente propose que l'animal demeure dans la catégorie des biens tout en conférant le caractère de vivant et sensible aux animaux. Notre code contiendrait dans son livre des biens trois catégories, soit les meubles, les immeubles et les animaux. Outre une reconnaissance essentiellement symbolique du caractère vivant et sensible des animaux, le régime des biens continuerait à s'appliquer à ceux-ci. Parce qu'ils demeureraient des biens et donc des actifs aux yeux de l'industrie de l'élevage, on peut affirmer sans trop de risque de se tromper que les effets seraient limités, voire purement déclaratifs. Ensuite, la dérification express est le fait de complètement extraire l'animal des biens, ce qui donnerait naissance à un nouveau régime propre à l'animal. De cette façon, le droit commun reconnaîtrait le caractère vivant et sensible de l'animal sans pour autant prétendre en faire une personne, ce qui semble pas réaliste. Pour la première fois dans notre droit civil, ce ne seraient pas les intérêts de l'éleveur de l'animal qui seraient pris en compte, mais plutôt l'intérêt de l'animal lui-même. Le caractère vivant et sensible de l'animal dans le droit commun aurait pour effet d'imposer sa prise en compte dans toutes les lois ne dérangeant pas expressément. Dans ce reportage, nous nous sommes aperçus qu'il y avait déjà une légère protection envers les animaux, mais quand même un grand manque de prise en considération de ceux-ci dans notre droit. C'est un sujet qui mérite beaucoup plus de questionnement et de recherche. Par exemple, une étude de droit comparé pourrait être faite par rapport aux autres États ou même aux provinces canadiennes en fait. Y a-t-il eu des changements dans les pays qui ont adopté une telle modification du statut animal? De plus, est-ce que c'est dans l'application de leur loi qu'il y a un problème? En plus des conditions de vie, se pose toute la question concernant le transport et l'abattage. Bref, grandes questions peuvent encore être posées sur ce sujet. N'ayant aucun projet de loi et se fiant seulement sur des spéculations, aucune réponse définitive ne peut être donnée. Par contre, nous croyons tout de même qu'ayant un statut d'animal dans notre code civil, ce serait un grand progrès pour nos amis les animaux d'élevage intensif et que ça ne peut pas être plus néfaste que ce l'est en ce moment. C'est tout pour le reportage de cette semaine. Merci et à la semaine prochaine.